Aujourd'hui, je vais vous donner lecture d'un texte d'Aurore Quéclin, La Révolution féministe. Aurore Quéclin, c'est une figure du féminisme contemporain français qui milite notamment au NPA. J'ai déjà fait une vidéo sur son travail sur la chaîne. Vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne à gauche, elle a donné une super interview. Aujourd'hui, on va plus particulièrement aborder un passage où elle expose son expérience des milieux intersectionnels parisiens, passage où elle élabore une critique de ces milieux et de l'intersectionnalité plus largement. La stratégie intersectionnelle est le fruit d'une adaptation politique en France dans les années 2000 et 2010 de l'intersectionnalité théorisée dans le milieu universitaire états-unien dans les années 90. Cette greffe déforme parfois la théorie de l'intersectionnalité originelle. La première tâche est de caractériser cette stratégie et de voir en quoi, malgré des intuitions justes, elle demeure insuffisante. Surtout, certaines de ces dérives, qui ne sont pas systématiques et, il est important de le préciser, ne concernent pas l'ensemble du féminisme intersectionnel, peuvent devenir assez dangereuses pour le féminisme tout court. Néanmoins, je me positionne ici en dialogue avec les personnes qui se reconnaissent dans cette stratégie parce que sur beaucoup de points nous avons des accords et parce que je viens moi-même de cette tradition politique. Je m'appuierai essentiellement sur ma propre expérience du milieu intersectionnel parisien de la première moitié des années 2010 pour développer mon argumentation. Toute stratégie est intimement liée à une théorie des dominations sociales, fût-elle implicite ou inconsciente. Dans le cas de la stratégie intersectionnelle, on peut dire qu'il s'agit d'une transposition de l'intersectionnalité universitaire, qui n'est pas allée sans de nombreuses transformations. L'idée centrale est qu'il existe dans la société de multiples rapports d'oppression. Chacun de ces rapports est entièrement autonome des autres, également important. Les dominants tirent de leur position, dans le rapport d'oppression, un certain nombre d'avantages, qui sont appelés privilèges, et qui peuvent être de nature variée. Ces privilèges expliquent que les dominants n'ont pas intérêt à la fin du rapport d'oppression. Par contre, ils peuvent devenir des alliés, bien que n'étant pas concernés par la domination. La notion de privilège est souvent confondue par les marxistes avec celle d'intérêt matériel. Mais le privilège va au-delà, puisqu'il peut être entièrement symbolique. La notion de privilège, imputant aux individus la responsabilité des structures, possède une connotation morale. Les privilèges effacent la structure. La question, c'est d'avoir des privilèges ou pas, et non pas d'occuper une certaine position dans le rapport de production ou de reproduction. À se focaliser sur les privilèges. On perd donc de vue ce qui me semble le plus important, c'est-à-dire la question du pouvoir. Dans nos sociétés, qui a le pouvoir? Avoir des privilèges, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est tout au plus avoir des avantages. Or, ce qui compte, c'est bien de savoir où se situe le pouvoir. En outre, selon cette vision, les dominés, du fait de leur position de dominés, sont les seuls à avoir accès à la vérité de leur oppression, parce que leur position sociale leur fait expérimenter la domination. Dès lors, les dominants ne peuvent que les écouter et les soutenir. C'est ainsi qu'on définit la position de bon allié. La notion d'allié a pour effet de faire éclater totalement la question des sujets politiques. Tout le monde est dominant. Tout le monde est dominé. Tout le monde est allié potentiel. Tout le monde est à la fois maître et esclave. Pourtant, seule une infime minorité de la population n'est dominée sur aucun axe. Seule une infime minorité de la population détient le pouvoir politique et économique. Il n'y a pas non plus de réflexion sur le fait qu'une personne dominée peut avoir un intérêt supérieur, plutôt que de conserver ses privilèges immédiats, à mettre fin à sa domination en s'alliant avec les personnes dominées sur d'autres axes. Deux aspects expliquent le succès de cette théorisation. D'une part, sa relative simplicité. Elle est facilement accessible et peut être aisément réappropriée. On peut dire que c'est pour les mêmes raisons qu'une certaine vision du marxisme s'est imposée au XXe siècle. Le succès d'une théorie est permis aussi par son accessibilité. Et toute réappropriation militante simplifie, parfois à l'extrême, la théorie. La réception française de l'intersectionnalité repose sur la notion d'identité. En transposant la théorie à la pratique, elle a perdu les bases matérielles de l'oppression, qui était le plus souvent présente chez les penseuses du black féminisme. Il ne s'agit dès lors plus de combattre les dominations à un niveau structurel, mais à un niveau purement individuel. Cela implique une sorte de réduction des structures aux individus, d'individualisation des rapports de domination. On lutte contre les expressions de la domination, qui n'en sont que les symptômes, au lieu de s'en prendre au système qui les produit. C'est en fait une forme d'idéalisme qui ne voit pas que les individus, leurs caractéristiques sociales, leurs identités, sont en fait le produit de structures sociales. En conséquence, l'émancipation est conçue comme une émancipation individuelle. C'est la fin des grands mouvements collectifs dans le cadre d'un néolibéralisme triomphant. On n'essaiera pas de changer le système, mais de changer un par un les individus qui le composent. Effort épuisant, infini et malheureusement vain. Cette vision des dominations sociales a pour tactique centrale la création d'espaces sécurisés. On parle en adoptant l'expression américaine d'espaces safe, qui, à défaut de mettre fin à la domination, permettrait de créer ponctuellement des lieux soustraits à la domination.
Il en résulte une conséquence aussi regrettable qu'inattendue, venant d'une théorie féministe, le retour à une forme d'essentialisation des positions sociales. Les individus sont rangés en deux catégories essentialisées, celle de dominant ou celle de dominé. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Ce qui manque à cette typologie géographique, c'est la dynamique des rapports sociaux. Les catégories sociales ne sont ni fixes ni immuables. Dès lors, il est préférable d'analyser, comme la sociologie peut le faire, la position sociale des individus en termes de trajectoire marquée par des évolutions dans le temps et des recompositions. L'espace safe se réduisant de plus en plus, les personnes commettent des faux pas étant impitoyablement exclues. Le groupe devient de plus en plus petit, de plus en plus radical, comme une secte. Le niveau de contrôle de soi, de peur de dire le mauvais mot, de faire le mauvais geste, devient immense. On assiste chez l'individu au développement d'une conscience scindée. Bien que je fasse tout ce que je peux pour progresser, je ne pourrai jamais cesser d'être un dominant. Cette approche débouche logiquement sur une politique de la purification, fondée, nous l'avons vu, sur la construction d'espaces safe, mais aussi sur le call-out, qui consiste à mettre en place une tactique de l'interpellation permanente, c'est-à-dire à reprendre, à rappeler à l'ordre toute personne qui fera ou dira quelque chose de problématique politiquement. Autrement dit, qui reproduira la domination. Le plus souvent, l'attention se pose sur le langage. Les individus doivent être capables de tenir un discours non oppressif et avoir suffisamment déconstruit pour que cela se ressente dans leur discours. L'action politique est ainsi souvent réduite à une action sur le langage, comme si l'on vivait les révolutions dans l'ordre des mots, comme des révolutions radicales dans l'ordre des choses. Cela ne veut pas dire que le langage n'est pas un enjeu politique. Les mots sont importants, qui portent et reproduisent l'idéologie de la domination, et une lutte spécifique doit leur être consacrée. Mais cela ne doit pas être le combat central. À un niveau individuel, il faut aussi détruire ce mythe de l'espace safe. L'espace safe ne peut pas être une fin en soi. Il est trop limité, et à l'extérieur, le reste de la société demeure inchangé. Il faut bien plutôt faire un usage dialectique de l'espace safe, c'est-à-dire du cercle de parole en non-mixité. Celui-ci doit être un instrument pour se rendre plus puissant, plus sûr de soi et pour pouvoir revenir dans les cadres mixtes, non safe, donc dans le reste de la société. L'autre déformation, importante par son influence sur les pratiques militantes, est le passage d'une théorie des points de vue situés, c'est-à-dire d'une critique féministe légitime de la possibilité d'une objectivité universaliste, à une théorie du privilège épistémologique absolu des dominés sur leur domination. Toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité incontestable de son oppression, donc la clé de sa libération. Le pendant de cela, c'est que mécaniquement, les personnes les plus opprimées ont le plus de pouvoir politique, et ainsi, on en revient insidieusement à un schéma de l'addition, où la personne la plus intersectionnée par les dominations est la plus opprimée, donc la plus légitime pour parler et imposer sa politique. On peut être dominé sans avoir aucune conscience de la domination qu'on subit. On peut être dominé et être pour le maintien des dominations sociales. Il ne suffit pas d'être femme pour être féministe, et il existe des femmes de droite ou d'extrême droite. Dans ce cas, qui écouter ? Comment expliquer que l'intersectionnalité théorique et universitaire ait été déformée dans sa mise en pratique militante ? Bien évidemment, les mécanismes que j'ai décrits sont typifiés et ne sont pas systématiques. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'intersectionnalité militante, mais d'interroger une certaine compréhension militante de l'intersectionnalité. Mon expérience personnelle, probablement extrême, ne reflète pas l'intégralité du milieu, mais comme toute expérience limite, elle donne à voir des tendances latentes et parfois répandues.